Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole, en question principale, au chef de l'opposition officielle. La Chambre 814, texte de Paul Arcan, 18 janvier, publié dans la presse. Je cite la chronique. Louise était audioprothésiste et travaillait sans relâche dans sa petite entreprise sur la rive sud de Montréal. Une femme énergique, jamais malade, qui commençait à préparer sa retraite avec son mari, Guy Blanchet. Cette étape de la vie où on se dit qu'on a travaillé fort, qu'on a élevé une belle famille et que le moment est venu de penser à soi. L'automne dernier, Louise éprouve des douleurs à l'estomac. Au début décembre, on procède à une biopsie. Il faudra attendre au 2 janvier pour avoir le résultat. Le diagnostic tombe, un cancer de l'estomac, stade 4. Retour d'urgence à l'hôpital le 9 janvier. Elle sera transportée au 8e étage au département d'oncologie. Pas de place dans les maisons de soins palliatifs de la région. On l'installe dans la chambre 814. Louise Cloutier est décédée le lundi 13 janvier, à l'âge de 62 ans, dans une chambre délabrée de l'hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe. Pas dans un hôpital de brousse ou dans une zone de guerre. Non. Elle a vécu ses derniers jours ici, au Québec, en 2025, dans une chambre laissée à l'abandon. Fin de la citation. Que répond le premier ministre? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, d'abord, effectivement, je sympathise avec toute la famille dont il est question ici. Je pense que tout le monde va être d'accord pour le dire. C'était vrai sous le Parti québécois, c'était vrai sous le Parti libéral, c'est encore vrai, malheureusement, sous la CAQ. Le réseau de la santé n'est pas parfait. Depuis 2018, on a augmenté le budget de la santé de 50 50 c'est jamais vu. Mais malgré ça, Madame la Présidente, les besoins sont presque illimités. Il reste du travail à faire autant du côté du fonctionnement, c'est-à-dire des opérations, que du côté de ce qu'on appelle le PQI, donc les immobilisations. Il y a un rattrapage énorme à faire concernant les infrastructures. Dans le cas dont on discute, tous les étages avaient été faits, sauf cet étage-là. Donc, Madame la Présidente, le travail se poursuit. C'est malheureux. Moi, j'ai toutes mes pensées pour les personnes qui subissent des situations comme celle-là. Première complémentaire. Je poursuis ma citation de la chronique. Louise n'a jamais réalisé qu'on l'avait installée dans une petite pièce qu'on ose appeler chambre privée et qui n'a pas reçu un seul coup de pinceau depuis des années. Tout ça pour la modique somme de 171,66 $ par jour. C'est plus cher que n'importe quelle chambre de motel cheap. Au Québec, on installe des personnes en fin de vie dans des locaux à la peinture écaillée et aux murs défoncés. Fin de la citation. Que répond le premier ministre? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, malheureusement, j'ai eu l'occasion, comme beaucoup de Québécois à cause de ma mère, de visiter certains hôpitaux au cours de la dernière année. C'est vrai qu'il reste du travail à faire, ne serait-ce que du côté des rénovations. Donc, je suis d'accord avec ce que vient de dire le chef de l'opposition officielle. Maintenant, le chef de l'opposition officielle ne peut pas, d'un côté, nous dire le déficit est trop grand, il faudrait réduire les dépenses, puis de l'autre côté, dire le contraire. Donc, il faut, Madame la Présidente, continuer à investir dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on va faire. Deuxième complémentaire. Je suis la citation, Madame la Présidente, puis le premier ministre garde en tête qu'il vient de parler du déficit. Guy Blanchet, mari de Louise Cloutier, a dit, je le cite, « J'ai payé mes impôts toute ma vie. Je ne demandais pas une chambre luxueuse. Personne ne demande ça. » C'est choquant, c'est frustrant, c'est décevant. La chronique poursuit. Je tiens à souligner le courage de Guy. Il devrait nous inspirer à ne pas rester muet et trouver tolérable ce qui ne l'est pas. Fin de la citation. C'est ça, votre bilan? La réponse du premier ministre.
Madame la Présidente, on est tous d'accord qu'il reste du travail à faire. Je pense que si le chef de l'opposition officielle, je vais faire attention à mes mots, là, mais nous dit vraiment ce qu'il pense de la situation qu'il y avait en 2018 sous le gouvernement libéral, il y avait énormément de travaux à faire. Le PQI, le plan des infrastructures, depuis qu'on est là, est passé de 100 milliards à 153 milliards, une augmentation de 50 %. On va continuer d'y aller selon nos moyens. Troisième complémentaire. Citation de la chronique. Guy m'a confié les dernières paroles que Louise lui a murmurées avant de mourir. Je cite, « Je veux retourner chez nous ». Fin de la citation. Dans la chronique, les questions posées sont les suivantes. Il y a combien de chambres 814 dans les hôpitaux? Il y a combien de chambres 814 dans nos CHSLD? Il y a combien d'unités 814 dans les centres jeunesse? Il y a combien de classes 814 dans les écoles? Monsieur le Premier ministre, il y en a combien? Je vous rappelle que vous vous adressez à la présidente et vous le savez, Monsieur le chef. La réponse du Premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je le répète, quand on est arrivé, le plan pour les infrastructures était de 100 milliards, on l'a augmenté à 153 milliards. Donc, la réponse à la question du chef de l'opposition officielle, c'est qu'il y en a sûrement moins de chambres comme celle-là qu'il y en avait en 2018. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Lapinière. La parole est à vous, madame. Merci, Madame la Présidente. Vendredi soir dernier, Radio-Canada nous apprenait que les aînés vont faire les frais des coupes de la CAQ. À Laval, 150 professionnels de la santé qui œuvrent auprès des clientèles les plus vulnérables en CHSLD perdent leur emploi, dont 76 préposés aux bénéficiaires. Le comble, c'est que la plupart de ces préposés sont des cohortes du premier ministre dont il était si fier dans son bilan. Ces préposés ont répondu au cri du cœur du premier ministre pendant la pandémie. Certains ont même changé de carrière pour aller prendre soin des aînés en CHSLD. Le premier ministre leur promettait des emplois à temps plein à 49 000 $ par année. Promesse brisée. Après que les Québécois ont payé pour la formation de ces préposés, après que leur premier ministre leur a fait miroiter un bel avenir, la CAQ leur dit « Merci, bonjour, c'est ça? C'est ça? Encore une promesse brisée? » La réponse de la ministre responsable des aînés. Alors, Madame la Présidente, oui, effectivement, dans le réseau de la santé et des services sociaux, il faut respecter le budget. Le budget qui a été grandement augmenté depuis que notre gouvernement est au pouvoir en 2018. Et donc, c'est important de respecter le budget. Moi, j'appelle ça de la bonne gestion. Maintenant, chacun des établissements sous Santé Québec, bien sûr, doivent s'assurer d'avoir les ressources nécessaires, les employés nécessaires, les bons employés à la bonne place au bon moment, dans chacun des programmes, Madame la Présidente, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit auprès des personnes aînées ou dans d'autres programmes. Alors, Madame la Présidente, les préposés aux bénéficiaires, on est fiers de ces employés qui font de très grandes différences dans le réseau de la santé et des services sociaux. J'ai moi-même dans ma famille des gens qui exercent cette profession. C'est notre gouvernement qui a reconnu les préposés aux bénéficiaires au Québec. Et puis cette reconnaissance, elle est là pour rester. Maintenant, on doit ajuster les équipes en fonction des besoins des personnes. Et Madame la Présidente, c'est ce qu'on est en train de faire. Première complémentaire. Madame la Présidente, c'est dans le personnel de soins là, que la CAQ choisit de couper. On parle de 76 départs de préposés dans une seule région. 76 préposés de moins en CHSLD à Laval. Les aînés demandent des soins et des services de qualité. Ils ne veulent pas aller finir leur jour dans une chambre 814. Puis les 76 préposés aux bénéficiaires à qui la CAQ a fait miroiter un avenir meilleur, on les renvoie chez eux. Ils ne vont pas faire une grande différence, là, rendus chez eux. Que leur répond la ministre? Est-elle fière de ce bilan? Madame la ministre, votre réponse. Oui, Madame la Présidente. Oui, comme ministre responsable des aînés, ministre délégué de la Santé, je suis fière du travail qui est fait auprès des aînés. Je suis là pour défendre les aînés, pour défendre les services aux aînés.
Madame la Présidente, nous avons ajouté des ressources depuis 2018 de façon extrêmement importante. Nous avons développé les programmes aînés, que ce soit en soutien à domicile, que ce soit dans les centres d'hébergement, que ce soit pour les programmes de répit. Madame la Présidente, nous sommes là et nous allons continuer de travailler pour donner des services aux aînés. Il faut faire attention quand on parle de coupure de services. J'ai un exemple dans la région de Chaudière-Appalaches. Ils ont coupé 150 postes, mais ils en ont créé 300. Alors, donc, plus 300, moins 150, ça fait... Deuxième complémentaire. C'est un autre fiasco caquiste, Madame la Présidente. On développe puis on coupe après. Le programme d'allocation personnalisée annoncé en grande pompe, ça marche pas. Les préposés aux bénéficiaires formés avec l'argent des Québécois se font virer par la CAQ pour éponger son déficit record. Les maisons des aînés ouvrent de peine et de misère faute de personnel. Que fait la CAQ? Elle coupe des postes de préposés dans les CHSLD. Couper dans le personnel en CHSLD ou en maison des aînés, c'est couper dans les services, Madame la Présidente. Malheureusement, la CAQ abandonne les aînés. La ministre responsable des aînés. Madame la Présidente, écoutez, j'ai l'impression que ma collègue de Lapinière, elle pose des questions, mais elle n'écoute pas toujours les réponses. Et puis, j'aimerais quand même mentionner que, puisqu'elle me pose une question sur les maisons des aînés, qui est mon sujet préféré, les maisons des aînés, nous sommes à 38 maisons inaugurées, Madame la Présidente. On est en train de changer le modèle d'hébergement au Québec. Les proches aidants sont contents que leurs personnes reçoivent des soins et services. Les résidents qui demeurent là sont heureux. Les employés sont contents. Nous sommes en train de les inaugurer et de les ouvrir. Le taux d'occupation est à 85 % Madame la Présidente. Alors, très heureuse de cet accomplissement-là. Et nous allons continuer à rénover nos CHSLD aussi sous ce modèle-là parce que nos aînés méritent ce qu'il y a de mieux. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Darcy-McGee. Merci, Madame la Présidente. Le gouvernement continue de manquer à son devoir de protéger les plus vulnérables de notre société. Il était aberrant d'apprendre que 2 personnes souffrant d'une déficience intellectuelle en situation d'itinérance, Mélissa et Jérémy, habitent dans les métros de Montréal depuis 2 ans et que 2 CIUS et le curateur public étaient au courant. Les instances du gouvernement n'ont pas agi pour offrir des solutions adaptées pour que ces personnes sortent de leur situation d'itinérance. Soit on a fermé les yeux, soit on a fait de l'aveuglement volontaire. Le gouvernement nous dit et va nous dire qu'on met de l'argent en matière d'itinérance, mais où va cet argent? Où sont les résultats? Madame la Présidente, le gouvernement caquiste abandonne les personnes les plus vulnérables de notre société. Combien d'autres cas semblables sont connus par des CIUS et qui ne sont pas pris en charge? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie la députée Darcy-McGee pour la question, puis je connais sa grande sensibilité là, face aux enjeux par rapport aux gens qui ont des besoins particuliers. Juste dire que je ne m'avancerai pas sur ce cas particulier parce qu'il y a vraiment des raisons particulières qui expliquaient cette situation-là. Mais je veux rassurer tout le monde, ils sont maintenant à l'abri, ces 2 personnes-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour les personnes avec des problèmes, avec un handicap en situation d'itinérance? Dans le programme PRISP qu'on a développé, Itinérance Santé Mentale, on permet également des entrées rapides en logement pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, parce que c'est souvent des personnes qui ont de la difficulté à avoir accès aux refuges, qui ne veulent pas aller dans les refuges ou qui ne se sentent pas bien, par exemple, dans un refuge qui est très bruyant. Si on a un trouble du spectre de l'autisme, c'est très difficile. Donc, pour eux, la solution, c'est vraiment d'aller le plus rapidement en logement, avec ce qu'on appelle des entrées rapides en logement. Et ils font partie des 200 qu'on veut sortir de la rue chaque année à Montréal et des 100 qu'on veut sortir de la rue chaque année à Québec, Madame la Présidente. Puis je rappellerai à tout le monde ici que le modèle de logement supervisé, c'est au Québec qu'on l'a développé, c'est nous autres qui l'avons développé, puis qu'on va continuer à appuyer ce modèle-là. Première complémentaire. Madame la Présidente, est-ce que la solution mentionnée est celle à long terme? Parce que Mélissa et Jérémy disent on ne veut pas vivre dans la rue, on veut un toit. Une demande tout à fait légitime de la part de personnes vulnérables, mais il y a un manque criant de milieux de vie adaptés pour les personnes avec une déficience intellectuelle. Est-ce que le ministre va toujours attendre que ces histoires tragiques paraissent dans les médias avant d'agir? Madame la Présidente, qu'est-ce que le ministre va faire dès maintenant pour s'assurer qu'une telle situation ne se reproduise pas? La réponse du ministre. Okay, donc, 2 parties à la réponse. Premièrement, ce qu'on appelle le logement supervisé. On sait que ces gens-là étaient souvent institutionnalisés, puis nous disaient on ne veut pas aller en CHSLD
On ne veut pas aller dans des ressources de ce genre-là. Donc, on a développé des appartements supervisés, on en a annoncé ensemble pour que ces gens puissent vivre leur vie à leur plein potentiel. Puis on va continuer à appuyer sur ça. On en a développé partout au Québec, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, partout au Québec. Là, on parle de gens qui sont dans des situations d'itinérance, sont extrêmement vulnérables. Puis justement, la solution, quand on parle d'entrée rapide en logement, c'est pour que ces gens-là n'aient pas à rester très longtemps dans un refuge, qu'on puisse leur trouver un appartement le plus rapidement possible et continuer à les appuyer financièrement et les superviser pour qu'ils ne retombent pas en itinérance. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, en 2024, le curateur public représentait plus de 74 personnes en situation d'itinérance. C'est fou et irresponsable. Quelle est la limite du ministre à accepter de telles situations? Des personnes vivant avec un handicap ou qui sont neurodivergents se retrouvent en situation d'itinérance de plus en plus. Madame la Présidente, que fait le gouvernement caquiste pour protéger et éviter que ces personnes vulnérables se retrouvent dans la rue en premier lieu? Qu'attend le ministre pour agir réellement en prévention? La réponse de la ministre de la Famille. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, le curateur public fait face à des situations très complexes. À l'itinérance qui est de plus en plus présente, notre gouvernement met en place des soutiens. D'ailleurs, le curateur public, l'année dernière, a réussi à réintégrer en logement, à pouvoir installer 57 itinérants qui étaient justement sous curateur public. Donc, les efforts se font. On travaille en étroite collaboration avec les services sociaux pour s'assurer justement de pouvoir bien desservir cette clientèle. C'est particulier. Il y a souvent des problématiques auxquelles on fait face pour réussir à réintégrer les gens en logement et pouvoir leur donner tous les services qui leur sont nécessaires. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Madame la Présidente, des projets d'infrastructure arrêtés, comme on en voit partout au Québec, c'est ça qui mène à des chambres 814. Des postes de préposés abolis, comme on en voit partout au Québec, c'est ça qui mène à des gens qui perdent leurs soins à domicile. Des postes d'infirmières coupés dans les urgences, comme dans plusieurs régions au Québec, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui attendent 11 heures avant de voir un médecin à l'urgence, comme à l'hôpital de Gatineau aujourd'hui. Madame la Présidente, le ministre de la Santé avait promis que le patient serait au cœur de son plan santé. Mais dans la réalité, là, à chacune des coupures qu'il impose, c'est les gens qui travaillent auprès des patients qui écopent. C'est pas compliqué. Il coupe des infirmières puis il rajoute des fonctionnaires dans le réseau. Le ministre a créé une super structure menée par des Top Guns. Mais les vrais Top Guns, Madame la Présidente, là, les infirmières, les préposés, les techniciens, là, ces gens-là, ils perdent leur poste aujourd'hui. Est-ce que le ministre peut admettre que ces coupures font mal aux patients en ce moment? La réponse du ministre de la Santé. Premièrement, Madame la Présidente, là, je vous salue, puis je salue tous les collègues de l'Assemblée aujourd'hui pour ce retour-là, puis je salue mon collègue aussi, le député de Pontiac. On aura sûrement une très belle session ensemble, alors je le salue. Madame la Présidente, je voudrais répondre très clairement que au lieu d'insister sur les coupures, j'aimerais insister sur la réorganisation que Santé Québec est en train de faire. C'est exactement ça qu'on leur demande. Tout à l'heure, ma collègue a très bien répondu. Ce qu'on a en ce moment, c'est qu'on avait beaucoup de gens qui étaient d'abord des postes de semaine, qu'on appelle, et pour lesquels, à qui on demandait souvent de faire ce qu'on appelle du TSO, parce qu'il nous manquait des gens avec des postes de soir, de fin de semaine dans nos urgences. C'est un travail colossal qu'on leur demande en ce moment, de rééquilibrer les différents postes. Alors oui, il y a des fermetures de postes. On a été très transparents. À chaque fois qu'il y a des annonces, Madame la Présidente, les PDG, les gens des ressources humaines disent oui, on va fermer tel ou tel poste. Idéalement, ces postes-là sont toujours vacants. Mais qu'est-ce qu'on fait? L'exemple de Chaudière-Appalaches que citait ma collègue tout à l'heure est exactement ce qui est en ligne. C'est d'en ouvrir plus les fins de semaine. Alors oui, on peut dire qu'il y a des fermetures de postes, mais il y a plus d'ouvertures. Première complémentaire. C'est trop simple, Madame la Présidente. L'explication du ministre, c'est qu'on remplace des postes de jour par des postes de nuit. Ils ont coupé des postes de kinésiologues à Trois-Rivières aujourd'hui. À ce que je sache, des kinésiologues, ça ne travaille pas souvent à 3 heures du matin. Le débat public, là, il mérite mieux que ces explications simplistes-là. Les Québécois qui ont payé des impôts toute leur vie, puis là, qui attendent un traitement de cancer, qui attendent des soins à domicile, ils méritent des services. Mais au-delà de ça, ils méritent d'avoir un débat public honnête, Madame la Présidente.
La réponse du ministre. Non, puis je pense qu'un débat honnête, ça prend de la transparence. Et je ferais remarquer à tout le monde le sait, mais la santé, c'est 7 jours par semaine, puis c'est 24 heures par jour. Les gens ne choisissent pas d'être malades la fin de semaine, là. Alors, quand ils arrivent à l'hôpital ou quand ils arrivent dans différents services, ils veulent être aussi bien servis le samedi matin qu'ils le sont le mercredi après-midi. Alors, Madame la Présidente, ce qu'on demande à Santé Québec, puis je pense que les Québécois l'apprécient, c'est d'être capable de faire cette réorganisation-là du réseau dans un contexte budgétaire qui est serré, mais c'est ça qu'on demande à des bons gestionnaires de faire, d'être proche du terrain puis de tenir compte des nouvelles demandes, l'augmentation de la demande qu'on a pour faire une bonne job pour les Québécois. Deuxième complémentaire. Le gouvernement de la CAQ n'a pas demandé une réorganisation. Il a demandé au réseau de la Côte-Nord de se priver de 130 millions. Il a demandé au réseau de l'Abitibi de se priver de 96 millions en 4 mois. Dans ces régions-là, c'était déjà l'enfer avoir des services. Mais on l'avait dit au ministre, Mme la Présidente. Les travailleurs de la santé l'avaient dit au ministre. Les groupes de défense des patients l'avaient dit. Puis maintenant, Santé Québec lui-même l'a dit. Santé Québec, créé de toutes pièces par le ministre, l'a averti que les patients font les frais en ce moment, que ça ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi on continue aveuglément? La réponse du ministre. Bien, je comprends que le député de Pontiac, Madame la Présidente, n'aime pas ma réponse. Mais l'arrêté, c'est ça, gérer. Être capable de faire des choix, puis de mettre les 350 000, je le répète, là, il y a 350 000 employés dans le réseau. Il faut être capable de mettre ces bonnes personnes-là aux bonnes places. Que ce soit sur la Côte-Nord, en Abitibi, en Outaouais, on sait qu'on n'a pas de problème spécifique. Ma collègue au Trésor, on a signé des ententes collectives maintenant qui permettent de la flexibilité. Madame la Présidente, on est en train de faire la transformation que les Québécois s'attendent de nous. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Le même jour où la CAQ annonce une loi sur le modèle d'intégration des nouveaux arrivants, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, la même CAQ rajoute une autre coupure par-dessus les coupures de l'année passée en francisation. Ils ont fermé les cours de français aux immigrants. Ils ont mis des centaines de profs à la porte. Ça, c'est l'épisode 1. Maintenant, l'épisode 2, ils coupent dans les mesures de soutien aux jeunes immigrants dans nos écoles. Ils coupent dans les sorties au musée pour que ces jeunes-là connaissent notre culture. Ils coupent dans les sorties ici même à l'Assemblée nationale. Dans le fond, là, le fameux nouveau modèle d'intégration de la CAQ, c'est le même vieux modèle de l'année passée. C'est des coupures qui nuisent à l'intégration des immigrants. Ça nous promet du nationalisme et ça nous livre quoi? De l'austérité à la sauce CAQ. Madame la Présidente, si le premier ministre veut vraiment aider à l'intégration des immigrants, bien moi, j'ai une proposition pour lui. Quand est-ce qu'il va arrêter de nuire à l'intégration des immigrants? Quand est-ce qu'il va arrêter de couper dans l'intégration des immigrants? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, d'abord, c'est important de le dire, il ne s'est jamais donné autant de cours de français pour les nouveaux arrivants que ce qu'on fait depuis 6 ans. Donc, à un moment donné, il faut quand même ramener les choses là, dans le contexte exact. Maintenant, le budget de l'éducation. Depuis 6 ans, le budget de l'éducation a augmenté de 50 %, incluant l'année dernière. Des augmentations là, de 6-7 % par année, donc très au-dessus de ce qu'on appelle les coûts de système. Par contre, c'est important, Madame la Présidente, de respecter les budgets. C'est important, à chaque année, de dire on vous donne une augmentation, mais vous ne pouvez pas dépenser plus que l'augmentation qu'on vous a donnée. Donc, Madame la Présidente, je comprends qu'en éducation, un peu comme en santé, les besoins sont infinis, mais une de mes grandes fiertés, c'est d'avoir augmenté le budget de l'éducation de 50 %. Je l'ai souvent dit, c'est ma priorité personnelle, puis je suis fier de cette augmentation. Maintenant, est-ce qu'il faut en faire plus? Oui, il faut en faire plus. Mais il y a une question de bonne gestion. Quand on donne une augmentation de budget à un centre de service, bien, il faut que ça soit respecté, le budget. Première complémentaire. Parlant de budget en éducation, une des coupures, c'est le soutien à l'intégration et à la réussite des immigrants et l'éducation interculturelle. La CAQ coupe
dans l'éducation interculturelle, en même temps que le ministre de l'Immigration nous annonce une loi sur un nouveau modèle et qu'il nous parle d'interculturalisme. La première fois que notre collègue, la députée de Verdun, a mis les pieds ici à l'Assemblée nationale, c'était pas quand elle était élue, c'est quand elle était dans une classe d'accueil, c'était une sortie scolaire. Aujourd'hui, les petits immigrants, là, ils pourront pas venir ici parce que la CAQ coupe là-dedans. C'est ça le modèle d'intégration de la CAQ? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, ce qu'oublie de dire Québec solidaire, c'est que depuis 2 ans, on est passé de 300 000 immigrants temporaires à 600 000 immigrants temporaires, dont 50 000 enfants. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces 50 000 enfants? On a ouvert des classes. À certains endroits, on a même dû fermer des maternelles 4 ans pour l'ensemble des Québécois pour être capable d'accueillir ces 50 000 nouveaux arrivants. Donc, Madame la Présidente, j'accepterai pas que la chef du deuxième groupe d'opposition vienne prétendre qu'on s'occupe pas bien des nouveaux arrivants. Deuxième complémentaire. Avec la CAQ, c'est toujours la même rengaine avec les immigrants. Il y en a toujours trop et c'est pour ça qu'il y a des problèmes, au lieu d'assumer que c'est à cause d'eux qu'il y a des problèmes en ce moment. La CAQ a dit, en 2018, en prendre moins et en prendre soin. Finalement, la CAQ a fait le tour du monde pour aller chercher des immigrants, pour que des gens travaillent dans nos services publics. Et aujourd'hui, elle leur coupe la francisation. Les immigrants disent à la CAQ, s'il vous plaît, on veut apprendre le français, on veut s'intégrer à la société. Et la CAQ coupe. Quand est-ce que le premier ministre va annuler ces coupures? La réponse du premier ministre. Bien, je ne sais pas si c'est intentionnel, Madame la Présidente, mais là, la chef du deuxième groupe d'opposition mélange la situation de 2018 avec la situation qu'on vit depuis 2 ans. Madame la Présidente, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut douter que depuis 2 ans, de passer de 300 000 à 600 000 immigrants temporaires, ça a un impact sur notre réseau de l'éducation, sur notre réseau de la santé, sur le logement, sur les banques alimentaires? Madame la Présidente, à un moment donné, les ressources ne sont pas illimitées. Donc, on a augmenté le budget de 50 en éducation depuis 6 ans, puis je suis fier de ça. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. Les tarifs de Trump s'en viennent potentiellement dès samedi et la CAQ n'est pas prête. On nous dit qu'on va négocier, rester unis, c'est des nobles paroles. Mais ma crainte, c'est qu'on risque encore de sacrifier le Québec. Est-ce qu'on va sacrifier notre bois d'œuvre et nos emplois ici pour sauver les pétrolières albertaines? Puis je ne peux pas vous le dire, Madame la Présidente, parce que la ministre de l'Économie n'a pas présenté, elle a présenté aucun plan clair. Le plan, là, ça ne peut pas juste d'espérer qu'on va faire entendre raison à Trump parce qu'on ne peut pas lui faire confiance en ce moment. Les Québécois et Québécoises veulent savoir, c'est quoi le plan B pour le Québec? C'est quoi le plan pour la CAQ pour protéger nos emplois ici face aux tarifs de Trump? Et c'est quoi le plan pour être de moins en moins dépendante des États-Unis? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord féliciter la collègue de Québec solidaire pour être devenue la porte-parole du parti en matière d'énergie. Donc, on aura l'occasion d'échanger abondamment, assurément, avec l'actualité que l'on connaît. Donc, comme vous le savez, Madame la Présidente, notre plan A, c'est qu'il n'y ait pas de tarifs qui soient imposés sur les exportations canadiennes à destination des États-Unis. Alors, c'est ce sur quoi on travaille et qu'on a travaillé depuis des mois même, à commencer par le rehaussement de notre représentation aux États-Unis, qui a été réalisé au cours des derniers mois avec ma collègue aux relations internationales. On a augmenté de 20 notre représentation là-bas. Maintenant, il est possible que la situation change au cours des prochaines semaines. Alors, on a travaillé à élaborer un plan costaud qui va venir protéger et défendre les emplois, défendre l'économie, protéger l'économie du Québec. C'est vraiment ce à quoi on a travaillé. Maintenant, on ne va pas présenter un plan sans même savoir s'il y a des tarifs douaniers qui seront imposés. On va réagir sur la base de faits et non pas sur la base de déclarations et encore moins de tweets. Merci. Première complémentaire. Je suis d'accord avec la ministre qu'il faut maintenant protéger l'économie du Québec. Mais on ne peut pas
énoncer le principe sans un plan plus concret. La ministre doit le savoir. Ça se passe par l'économie locale, ça passe par l'achat local et l'État peut et doit jouer un rôle déterminant. Nous avons proposé à multiples reprises de renforcer l'achat local. Est-ce que la ministre est prête à que nos institutions québécoises s'engagent à acheter davantage au Québec pour se protéger? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, notre plan, il va se destiner à accompagner les entreprises qui pourraient être touchées par des tarifs douaniers. Mais je suis d'accord, j'abonde dans le même sens que ma collègue de Québec solidaire quant au fait qu'il faut promouvoir l'achat local. Et je pense qu'à la fois les consommateurs québécois devraient se montrer solidaires, advenant qu'il y ait des tarifs, parce qu'on n'en est pas là, mais également les entreprises. Je pense que le renforcement des chaînes d'approvisionnement locales et québécoises seront à resserrer, seront à utiliser davantage, advenant que l'on entre dans un conflit commercial avec les États-Unis. On n'en est pas là, mais on est préparé, advenant qu'il y ait cette décision du président Trump. Deuxième complémentaire. C'est le moment de prévoir. On n'est peut-être pas rendu là, mais les Québécois et les Québécoises dont leur travail dépend ont besoin d'être rassurés. On a besoin d'être moins dépendants des États-Unis. Ça passe par l'achat local. Nous sommes d'accord. Je vous fais une proposition. Je fais une proposition à la ministre. Augmenter, même imposer des quotas pour nos institutions québécoises, d'acheter québécois. Une mesure comme ça, c'est concret, c'est rapide et ça va rassurer les gens face aux menaces de Trump. De la présidente du Conseil du Trésor. Madame la présidente, ça va me permettre de réitérer qu'on n'a pas attendu naturellement d'avoir cet adversaire en face de nous dans les échanges économiques. On travaille là-dessus depuis 2022. Depuis avant, mais on a déposé la stratégie en 2022. Je dois vous dire qu'on a 32 milliards de retombées économiques dans nos marchés publics, dans les contrats qui sont attribués par le gouvernement, les différentes institutions, et plus de 85 de ces contrats-là sont déjà donnés au Québec. Ils retombent et bénéficient à nos entreprises québécoises dans les régions, dans les diverses régions. On doit travailler de façon plus précise sur les approvisionnements pour augmenter. Depuis la stratégie, on a augmenté de plusieurs points de pourcentage et de plusieurs milliards de dollars les retombées au Québec, et on va continuer à travailler dans ce sens-là, Madame la présidente. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la présidente, la CAQ s'est fait élire avec comme principale promesse la saine gestion des finances publiques et la fin du gaspillage. Résultat, 7 ans plus tard, on a le pire déficit de notre histoire à 11 milliards parce qu'on a dépensé sans compter dans des projets comme la Maison des aînés, les espaces bleus, les maternelles 4 ans, le bar ouvert dans les subventions aux entreprises comme Nordvolt, Flying Whales, du gaspillage dans des études sur des projets de transport qui n'ont jamais eu lieu. Et maintenant, la CAQ est forcée de couper. Et là, on le fait de manière caquiste, c'est-à-dire sans transparence, sans plan, mais pire, en niant que les coupures ont lieu. La CAQ n'a donc pas réfléchi à un plan pour limiter l'impact de ces coupures-là, ou en tout cas ne semble pas être prête à le divulguer. Et je rappelle que sous la CAQ, les augmentations du personnel de l'État se sont faites essentiellement en bureaucratie. Près de 50 des augmentations de personnel dans l'État sont dans la bureaucratie et les cadres, alors que pour les infirmières, les enseignants, ceux qui livrent des services, on parle de 8-9 Donc, ça résume bien le modèle caquiste. Plus de contrôle administratif, plus de bureaucratie, plus de paperasse, mais moins de services directs à la population. Ma question au premier ministre, est-ce qu'il va reconnaître qu'il a trop dépensé et qu'il doit maintenant couper pour réparer sa mauvaise gestion des finances publiques? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la présidente, il y a beaucoup de choses à rectifier dans ce que vient de dire le chef du troisième groupe d'opposition. Venons aux faits. En santé, depuis 2018, on a augmenté le nombre d'employés de 58 000, une augmentation de 25 En éducation, on a augmenté le nombre d'employés de 24 000, une augmentation de 20 En plus, Madame la présidente, on a fait le choix d'augmenter les salaires des enseignants et des infirmières de plus que l'inflation. Donc, Madame la présidente, on a fait ce choix, effectivement, d'investir d'abord en santé et en éducation. On a fait un autre choix aussi. On a baissé les impôts de la classe moyenne.
Le chef du troisième groupe d'opposition, au moins là-dessus, on peut dire qu'il y a une position très claire. Il a dit des baisses d'impôts, not on my dead body. Bon, il aurait peut-être dû le dire en français, mais il reste que, Madame la Présidente, nous, on pense que d'investir en santé et en éducation, de baisser les impôts pour que les Québécois aient plus d'argent dans leur portefeuille, surtout la classe moyenne, c'était le bon choix. Maintenant, on a un plan de retour à l'équilibre budgétaire sur 5 ans, donc on pense que c'est le bon choix. Première complémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre continue à indiquer qu'il n'y a pas de coupure. Ni la réalité. Voici la réalité. 200 postes d'infirmières coupés dans Chaudière-Appalaches. 565 membres du personnel de la santé coupés à Laval. Fermeture d'une clinique en santé mentale à Québec. L'accès aux installations sportives pour les jeunes restreint. Est-ce que le premier ministre nie ça? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je ne sais pas si le chef du troisième groupe d'opposition a bien écouté ma première réponse. On a aujourd'hui 58 000 employés de plus dans le réseau de la santé que quand on est arrivé. Maintenant, si le chef du troisième groupe d'opposition nous a bien suivis, on a, ça a été dur, négocié avec le syndicat, entre autres, de la FIC, des infirmières, pour avoir plus de flexibilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Ce que le gouvernement libéral et le gouvernement du PQ n'ont pas fait, on met les infirmières puis le personnel là où il y a le plus de besoins. C'est comme ça qu'on va répondre aux besoins des Québécois. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre se vante d'avoir grossi la taille de l'État, mais ce qu'il n'indique pas, c'est que ce n'est pas en service à la population, mais bien en bureaucratie que cette croissance-là a eu lieu. On demande juste au premier ministre de faire preuve de transparence. Actuellement, on commande aux organismes au ministère de couper mur à mur, sans avertissement, en réduisant des budgets de manière assez aléatoire. Est-ce que le premier ministre peut présenter son plan de compression budgétaire pour chacun des ministères en toute transparence? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je m'excuse, là, mais ce que vient de dire le chef du troisième groupe d'opposition n'est pas exact. Quand on regarde l'augmentation du personnel dans la fonction publique, donc les ministères, il y a eu une faible augmentation. La grosse augmentation, ça a été dans les deux réseaux. 58 000 de plus dans le réseau de la santé, 24 000 personnes de plus dans le réseau de l'éducation. Donc, plus de services, c'est ce qu'on a choisi de faire. En question principale, je reconnais maintenant le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Le tribunal administratif du logement létal vient d'annoncer un indice d'augmentation des loyers de presque 6 % du jamais vu, Madame la Présidente, en 30 ans. Et cela n'est qu'un minimum, puisque des propriétaires spéculateurs vont décider d'aller encore plus haut. Madame la Présidente, la conséquence est claire. C'est un appauvrissement net de 1,4 million de ménages de locataires au Québec. Qu'est-ce que répond la ministre? Les locataires n'ont qu'à déménager alors qu'il n'y a plus d'appartements abordables au Québec. Les plans de la ministre, c'est les clans Panton. La question est simple. Est-ce que la ministre va rester les bras croisés et assister en tant que spectatrice à l'appauvrissement généralisé des locataires ou va-t-elle utiliser ses prérogatives pour limiter les hausses des loyers? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Merci, Madame la Présidente. Une belle touche d'humour de la part du député de Laurier-Dorion. Par contre, c'est un sujet sérieux. L'autre chose aussi, Madame la Présidente, bien sincèrement, j'inviterais le député de Laurier-Dorion à se référer à tout ce qui a été fait depuis 2 ans pour aider les locataires. Là, le député de Laurier-Dorion se fie à des titres qui, bien, quant à moi, ne reflètent pas du tout ce qui a été fait concrètement. Et je vais me permettre de lui rappeler ce qui a été fait. Il y a eu notre projet de loi 31 qui est venu donner davantage de protection aux locataires, Madame la Présidente. Ensuite, le projet de loi 65 au mois de juin qui a été adopté, moratoire sur les évictions. Les aînés qui sont mieux protégés pour justement pas être obligés d'être déracinés puis déménagés. Ensuite, qui découle aussi du projet de loi 31, l'avis de renouvellement de bail qui a été modifié et il est très clairement inscrit quelles sont les possibilités pour le locataire.
peut accepter la hausse puis rester. Il peut refuser la hausse et quitter. Puis il peut aussi refuser la hausse et rester dans le logement et déférer son dossier au tribunal administratif du logement, Madame la Présidente. Alors, on est là pour aider les locataires vulnérables. Première complémentaire. 6 d'augmentation des loyers. Au minimum, qu'est-ce que nous répond la ministre? Elle esquive. Bref, la réponse de la ministre est claire. Elle ne bougera pas les petits doigts pour les locataires. On a une solution pour elle. Elle devrait utiliser ses prérogatives et présenter un projet de loi pour limiter les hausses des loyers au taux d'inflation. Elle va me dire, ça se fait pas. Mais oui, ça se fait. Le gouvernement de la CAQ l'a fait pour les tarifs d'électricité. Est-ce qu'elle va poser enfin un geste pour les locataires ou elle va se croiser les bras? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, là, marteler le 5,9 c'est une fiction aussi, Madame la Présidente, parce que c'était un exemple. Moi, je pense qu'il serait beaucoup plus pertinent d'informer les locataires que le calcul doit être fait pour leur propre logement, pour leur propre immeuble, de leur demander d'exiger du propriétaire que la feuille de calcul leur soit présentée. Et ce n'est pas tout le monde qui va avoir une augmentation telle que l'exemple proposé. Première des choses. L'autre chose, Madame la Présidente, geler des tarifs. On gèle les tarifs qui nous concernent, c'est-à-dire ceux qu'on contrôle, ceux qui sont tributaires du gouvernement, pas les tarifs dans le secteur privé. Deuxième complémentaire. L'Ontario et le Nouveau-Brunswick n'ont pas de problème à déterminer les augmentations de loyer. Mais nous avons entendu, la hausse de 6 c'est une fiction. Une fiction. Allez demander, Madame la Présidente, aux locataires s'il est 6 ou plus. C'est une fiction. C'est une ponction nette sur leur budget. Là. Il y a urgence dans la demeure. L'augmentation, c'est dans 6 mois. Est-ce que c'est la ministre de l'Habitation ou la ministre de l'appauvrissement des locataires? Monsieur le leader du gouvernement, votre rappel au règlement, lequel est-il? Madame la Présidente, bon, on revient à l'Assemblée première journée, mais on s'appelle par notre titre ici à l'Assemblée nationale. Madame la Présidente, ce serait bon de le rappeler aux députés de Laurier-Dorion. Rappel est fait et je vais reconnaître, par souci d'équité, le leader du deuxième groupe d'opposition. Madame la Présidente, la critique est juste. Si ça fait mal, c'est parce que c'est vrai. Monsieur le leader du gouvernement. Merci, Monsieur le leader du gouvernement. Bon, nous perdons du temps ici. Il reste quelques questions à poser. Monsieur le leader du deuxième groupe de l'opposition, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, je vais trancher. Je vous informe et vous rappelle, selon le règlement, que nous nous qualifions par notre titre, point final, et ce n'est pas une critique. Maintenant, il nous reste une réponse. Est-elle terminée? La réponse est terminée. Alors, en question... Elle n'est pas terminée. La réponse de la ministre. Alors, Madame la Présidente, je réitère qu'on est très conscient que c'est une situation difficile pour beaucoup de locataires. Et à preuve, en novembre dernier, on avait une campagne de communication. Ça ne s'est jamais fait. Aucun gouvernement avant nous a fait ça. Alors moi, je les mets mes culottes, puis quand il y a des choses à faire, je les fais. Et on informait les locataires, les propriétaires, de s'assurer de connaître leurs droits et obligations pour mieux s'entendre, mieux se comprendre parce qu'ils s'entendent mieux. Et en ce moment, Madame la Présidente, il y a encore une campagne qui roule pour rappeler aux locataires que s'ils souhaitent déménager, de s'assurer d'avoir trouvé avant d'annuler leur présent bail. Alors, on est très présent sur le terrain et on essaie d'aider, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Marquette. Madame la Présidente, j'aimerais vous rappeler la citation suivante. Le sport, c'est important pour la santé physique et pour la santé mentale. On va augmenter l'accès au sport des jeunes et des moins jeunes. Ça, c'était le chef de la CAQ le 22 septembre 2022. J'aimerais aussi vous rappeler que le premier ministre a aussi déclaré que jamais il ne couperait en éducation et en santé. Pourtant, la semaine dernière, on a appris que les coupes imposées au réseau de l'éducation allaient priver des milliers d'adeptes de soccer, de volleyball, de basketball et de badminton, entre autres, de pratiquer leur sport. Dans un contexte où nos jeunes sont de plus en plus anxieux, dépressifs, sédentaires et nombreux à se tourner vers les écrans, Madame la Présidente, est-ce que la ministre peut aujourd'hui envoyer une directive claire de ne pas couper dans les sports et, entre autres, de respecter l'entente cadre telle que le demande la Ville de Montréal dans sa résolution que je dépose, Madame la Présidente?
Et la réponse du ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, très content de terminer cette période des questions avec ce magnifique tableau qui montre donc la croissance du budget de l'éducation depuis que nous sommes là. Regardez ça, la dernière année des libéraux, c'était un peu moins de 15 milliards. On est aujourd'hui à 22,4 milliards, une augmentation de 50 Madame la Présidente, en 6 ans. Et oui, cet argent-là, il a servi notamment à financer des projets particuliers, pas juste dans le domaine du sport, dans le domaine des arts, de la technologie, de l'informatique, des sorties plein air à caractère environnemental. Madame la Présidente, on investit comme jamais en éducation. On est très fiers de ça. Et puis, franchement, quand on regarde l'augmentation de salaire qui va nous aider à attirer des nouveaux talents, l'augmentation de 150 dans les infrastructures, 100 nouvelles écoles livrées, 100 nouvelles écoles livrées en 6 ans. La dernière école secondaire remontait à 2009. On en a livré 16, Madame la Présidente. Pardon? Mesdames, Messieurs, il y avait une seule personne qui avait le droit de parole ici, c'est Monsieur le ministre, à qui il reste quelques 13 secondes. J'apprécierais le silence et qu'on l'écoute pour la suite des choses. Avez-vous terminé ou c'est terminé? Ces nouvelles écoles, il y a de magnifiques gymnases dans lesquels on peut pratiquer justement le sport, notamment le sport. Alors, Madame la Présidente, excellent bilan en éducation. Savez-vous quoi? On va continuer. Et vous vous êtes tous et toutes gâtés. Cela dit, consentement pour le dépôt du tableau. Consentement pour le dépôt du tableau. Cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. Oui, oui, consentement. Oui, oui. C'est ce que je disais pendant que vous vous leviez. Consentement pour le dépôt du tableau. Voilà. Donc, cela met fin à cette première période de questions et de réponses orales de l'année.